Il entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous désormais. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a rendu hommage jeudi soir à Jacques Chirac. L'ancien président de la République s'est éteint jeudi à l'âge de 86 ans. Pendant une demi-heure, nous allons revenir sur l'homme Jacques Chirac. Qui était-il? Quelle a été sa carrière politique? On va en parler avec nos invités. Arnaud Ardouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à CNews, auteur de ce livre. Président, la nuit vient de tomber, on va le voir, c'est aux éditions du Cherche Midi. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Historien et professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po. Frédéric Dabi, bonjour. Directeur général adjoint de l'IFOP. Et Jean-Philippe Moinet, fondateur et directeur de la revue Civique. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être avec nous. On va parler bien sûr de l'homme Jacques Chirac, de sa carrière, 40 ans de vie politique. Pour vous, Arnaud Ardouin, qui était l'homme Jacques Chirac? C'est une question fondamentale. C'était un homme complexe, Jacques Chirac. Ce que j'essaie d'évoquer et de raconter dans le livre, c'est qu'il y avait 3 niveaux chez Jacques Chirac. Il y avait l'homme politique qui a offert cette image à tous les Français, c'est-à-dire cet homme d'estrade, sa gestuelle, ses lunettes, son attitude. Il y avait un homme social, puis il y avait un homme intime. Moi, je me suis particulièrement intéressé à l'homme intime, à l'homme secret. Donc c'était un homme complexe, c'était un homme qui est chahuté entre le mouvement, entre le silence, entre la parole, entre parfois le mutisme. C'est un homme qui était assez taiseux, des angoisses, des désirs. Donc c'était un homme beaucoup plus complexe que ce que les Français peut-être ont perçu ou ont pu voir à travers la télévision ou en allant à des meetings. Voilà, c'est un homme complexe, Chirac. Frédéric Dabi, la complexité de l'homme. Oui, ils l'ont quand même vu et ça explique aussi les jugements assez paradoxaux des Français à son égard. Hein. Il a eu des hauts et des bas. Hein. Il citait souvent une phrase de sa grand-mère, repriser les hauts et mépriser les bas. C'est vrai que ça a été un président qui a été, par exemple, impopulaire tout de suite à un niveau extrêmement élevé, qui s'est refait une santé en termes de popularité pendant la période de cohabitation, qui a connu des défaites effroyables, en 1988, le référendum du 29 mai 2005, et puis comme un phénix, il a réussi à être réélu comme François Mitterrand et On va revenir Charles de Gaulle. sur sa relation avec les Français, mais vous aussi, vous retenez la complexité chez La Jacques complexité, Chirac. quand même, les Français, j'essaie de parler de leur point de vue, ont surtout aimé l'homme proche des gens, sensible au handicap, même s'il y avait parfois un côté mécanique de l'homme politique, l'agité comme on l'appelait à un moment. Il a surtout suscité de la proximité identificatoire. Il ressemblait à tout un chacun. C'était les Français, peut-être plus que c'était la France. Jean Garrigue. Oui, il y aurait 10 000 choses à dire, mais le mystère de Jacques Chirac, c'est précisément le mystère de cette conquête effrénée et perdue du pouvoir. Il est celui qui avait envie d'aller conquérir le pouvoir. Il a été battu par 2 fois, en 81, en 88. Il a essuyé beaucoup d'échecs avant d'y arriver. Et je pense que, incontestablement, ce contraste entre son fort privé, cette intimité et le drame intime de sa fille notamment, et cet appétit de conquête et cette capacité justement d'empathie naturelle chez lui, de proximité, qui est tellement éloigné des présidents qui l'ont précédé ou suivi d'ailleurs. Cette capacité-là, elle s'explique, ce moteur, si vous voulez, il a des ressorts dans l'intimité de la vie de Jacques Chirac. Jean-Philippe Moinet. Oui, c'est vrai que le mot d'Arnaud Ardouin est le juste mot sur la complexité, le caractère contrasté du personnage, à la fois le plateau des 1000 vaches en Corrèze et aussi le maire de la capitale de la France, Paris. Il était à la fois, d'ailleurs dans sa jeunesse, très contrasté, très vite, à la fois militant pro-communiste voilà, de l'humanité et quelques années après Algérie française par exemple, donc il avait ce contraste en lui et c'était un peu la France comme Mitterrand quelque part. Il a une sorte de paradoxe ou de contradiction à la Mitterrand et qui fait que ça répond ou correspond à une partie de la France et de beaucoup de Français en même temps. Donc c'est vrai que le lendemain d'un décès, on voit les hommages multipolaires on dirait venir vers lui alors qu'il était un homme de bataille et de combat, qui avait beaucoup d'adversité. Hein. Sarkozy, c'était pas forcément sa tasse de thé, ni le Parti socialiste. Mais finalement, il y a une sorte de consensus qui s'établit sur cette personnalité un peu charnelle aussi, quelque chose de direct, de franc et de franc. Alors il y a un mot de la presse ce matin, le franchouillard esthète.
c'était un peu les deux. Le cul des vaches et puis la subtilité de la poésie, par exemple. Elle vient à la fois de son érudition qu'il a dissimulée, parce que c'était Giroud qui disait il cache une revue pornographique pour lire un livre d'art premier très intéressant, et c'est Michel Cotta qui, en regardant dans l'hémicycle, s'aperçoit un jour, parce qu'elle est journaliste politique, elle voit Chirac avec un livre. Et ce livre, c'est un livre d'art premier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que c'est ce livre ? Ça ne vous regarde pas. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui une volonté de protéger son secret. Un jardin secret. Absolument. Et ça, il l'a protégé. Il faisait venir Jean-Louis Debré à l'Élysée, il l'appelait, parce qu'il l'appelait quasiment tous les jours. Et le dimanche après-midi, au lieu de réfléchir au projet de loi, aux réformes à venir, il étalait des cartes, il mettait la télévision et il lui mettait du sumo. Ça, c'est Jean-Louis Debré qui me le raconte. Donc il avait besoin, Jacques Chirac, de liberté. C'est quelqu'un d'épris profondément de liberté. Il a souvent été cadenassé, poussé vers le chemin, parce que je pense à Garot, à Marie-France Garot, qui disait mais c'était le bon poulain, c'était le bon cheval, c'était sur lui qu'on misait. Et Chirac, il voulait être libre, et il a souvent été dans cette espèce de tiraillement intérieur de je veux être libre, et en même temps, Jacques Chirac, vous irez là où on vous dit d'aller. C'est très troublant. Pas se laisser emprisonner par la politique, c'est ça? Ah ben bien sûr, bien sûr. C'est y compris dans sa trajectoire politique. Fondamentalement, c'est un radical socialiste du XXe siècle, un humaniste, quelqu'un qui est à la fois centre-gauche et centre-droit dans ses valeurs, dans sa culture, l'héritage des grands-parents, instituteurs, etc. Et en fait, il est enfermé dans l'évolution de sa famille politique, la famille gaulliste, avec d'abord cette influence à un moment donné de Juillet et Garot, qui le conduisent sur une voie souverainiste au moment de l'appel de Cochin. Et puis ensuite, il y a l'influence d'Édouard Balladur, j'allais dire la mode Balladur à droite, le néolibéralisme des années 80. Et puis, quelque part, il se libère un peu de ces carcans au moment de la fracture sociale. Mais là encore, il est rejoint par les contraintes, le tropisme de sa famille politique en 95. Donc, il y a cette impression, effectivement, comme le souligne Arnaud Ardouin, de quelqu'un qui est souvent un peu épris de liberté et emprisonné un peu par sa famille. On va revenir sur la complexité peut-être de la pensée aussi politique de Jacques Chirac, mais sur son lien avec les Français. Arnaud Ardouin, vous qui vous êtes intéressé au Chirac intime, est-ce que Jacques Chirac, il aimait profondément, viscéralement les Français ? Alors, à l'ère du marketing et du coaching politique, Jacques Chirac était sincère et naturel. Je reprends les mots de Jean. Il avait cette sincérité. Il avait dans ses mains, c'est ce que je raconte en tout cas, les mains de Jacques Chirac sont des mains très particulières, avec une énergie particulière. Que ce soit le commerçant du pressing à qui il a serré la main lors d'une visite, ou que ce soit un chef d'État, ou que ce soit un diplomate, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit, quand il vous serrait la main, moi-même, Jacques Chirac m'a serré la main 2 fois, il vous envoie quelque chose qui fait que vous êtes avec lui dans une forme d'empathie. Il a renversé des adversaires politiques locaux en Corrèze, par l'échange, par l'empathie, par la façon dont il avait à être simple. Parce qu'en fait, Chirac, il avait cette espèce de simplicité naturelle. Et je pense que les Français, ça, pour le coup, l'aimaient pour cette sincérité. Il ne mentait pas, il n'était pas coaché. En 88, il va partir aux États-Unis parce qu'il est tellement désespéré d'avoir perdu cette élection présidentielle que Claude lui dit, il faut partir aux États-Unis, tu changes de lunettes, tu changes de costume. Mais globalement, Chirac, c'était une sorte de diamant brut, d'une sincérité, mais désarmante. Voilà, et directe. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est vrai que cette sincérité, cet homme qui était authentique et qui aimait aller au contact, ça a été un atout formidable pour les campagnes électorales. J'ai parlé de ses défaites tout à l'heure. Il a quand même renversé des choses absolument incroyables. La ville de Paris. Il va en outsider face à un candidat officiel du giscardisme triomphant, Michel Dornano. Il gagne. En 83, il fait le grand chelem. En 89, au moment où il y a une poussée très forte de la gauche, alors qu'on annonce qu'il a perdu 1 ou 2 arrondissements, il refuse de répondre aux journalistes parce qu'il est sûr qu'il fait le grand chelem. Il fait le grand chelem. Il y avait cette authenticité et c'est très intéressant. On a souvent dit Chirac, le travailliste à la française, et puis Facho Chirac, le conservateur, même si sur les questions sociétales, peine de mort, avortement, il n'était pas du tout du côté de la droite de ce point de vue-là. Autant il était peut-être plastique sur les questions idéologiques, autant sur l'homme Chirac, les Français n'ont jamais dit c'est du fake, c'est de la tromperie. Il n'est pas vraiment comme il veut le montrer, même s'il avait cette part d'ombre et ce jardin secret.
Mais ça a commencé à la première campagne législative de 67, où il va conquérir un fief de la gauche en Corrèze. Alors il le doit en partie aux divisions de cette gauche. Il y avait un candidat communiste et le frère de Mitterrand comme candidat de la gauche non communiste. Marcel Dassault, qui lui offre et il le doit aussi effectivement à l'argent de Marcel Dassault, qui est un ami de la famille. Mais il y a aussi cette capacité, et il se construit dans ses campagnes, à labourer le terrain. Et c'est là que se crée cette empathie, cette capacité à inspirer de la proximité. C'est très intéressant parce que pour moi, Jacques Chirac, il arrive à faire quelque chose que rarement d'autres présidents de la République ont réussi. C'est-à-dire qu'il conserve cette sorte d'autorité, de distance gaulienne qui tient peut-être aussi à son goût du secret, justement. Et en même temps, il est un président de proximité. Ce que Giscard essayait de regarder désespérément la France au fond des yeux et de manière pathétique. Il n'y arrivait pas. Il allait chez les Français. Il invitait les épreuves. Eh bien, Chirac, tout naturellement, ça se passait, ça se cristallisait comme ça. C'est vrai que cette empathie et ce physique, il y a un côté physique chez Chirac qui est impressionnant. Moi, j'ai pu non seulement l'aborder, mais l'accompagner, y compris en voyage présidentiel, au Maghreb en particulier. Et c'est ce côté physique de sa relation avec les gens, entre guillemets, simples, mais aussi avec ses homologues chefs d'État. Donc c'est direct, c'est simple, c'est énergétique. Et puis il y a ce côté hussard. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette simplicité placide dans certaines circonstances, notamment avec les agriculteurs, par exemple, mais il peut être à la hussard très actif. Et c'est comme ça qu'il a pris des épisodes incroyables, notamment le mouvement gaulliste, c'est-à-dire que contre les grognards, les vieux grognards du gaullisme des années 70, et contre les vieux briscards, on va dire, Sanguinetti en particulier, il a pris avec quelques incointances, et notamment l'aide de Charles Pasqua qui savait faire en termes de, on va dire, tripatouillage des fédérations, il a pris le parti pour créer le RPR, mais à la hussarde, à la tribune, en essayant de convaincre des gens qui n'étaient pas forcément dans son camp. Et donc, il est capable aussi d'aller très vite et très fort en énergie. Pour terminer dans les coulisses quand même un peu. Oui. Pour terminer sur cette relation avec les Français, on a bien compris que Jacques Chirac aimait profondément les Français, mais est-ce que les Français le lui rendaient bien? Vous le disiez, Frédéric Dabi, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments très, très compliqués. Je parlais de son premier mandat, le septennat, qui a vraiment commencé de manière catastrophique. Il trouve les caisses vides après la période baladure. Il remonte la TVA de 2 points, il baisse la livret A d'1 point, il reprend les essais nucléaires. Il passe les 50% de satisfaits, mais extrêmement vite, plus vite que le François Hollande de 2012, plus vite même qu'Emmanuel Macron en 2017, et puis la cohabitation lui permet de recréer un lien avec les Français. Il y a le moment de la Coupe du Monde où vraiment il y a un effet où les Français le redécouvrent alors qu'il ne connaît rien au foot, tu le racontes très bien, il ne connaît pas le nom des joueurs, et puis malgré la victoire de 2002, ce 82%, qu'a-t-il fait de sa victoire? D'un côté, il est protégé pendant 2 ans par l'acte lourd de son second mandat, à savoir la non-intervention en Irak aux côtés des États-Unis. Et il finit son mandat par 2 années horribilistes, 2005-2006, contre à première embauche, émeute de banlieue, défaite lors du référendum du 29 mai. Lui, physiquement, l'homme si fort, le rock, il est atteint par un AVC en septembre 2005 et il laisse quasiment le pouvoir à Dominique de Villepin. Dès qu'il quitte l'Élysée, dans une situation d'impopularité forte, dès qu'il quitte l'Élysée, il devient le président le plus aimé des Français. On l'a testé jusqu'en 2009-2010 dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match. Il finit entre guillemets à 75-80% de bonnes opinions, signe de cet attachement dont vous parliez. Allez, on va parler d'une des grandes phrases de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez cet extrait de discours, c'était le 16 juillet 1995 au Vélodrome d'hiver. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Jean Garrigue, c'est aussi ça, Jacques Chirac. Comme l'a dit Emmanuel Macron, c'est l'homme d'une France qui regarde son histoire en face. Oui, c'est un tournant historique et d'autant plus important que c'est un tournant historique qu'il prend à rebours de la tradition gaulienne. Il est l'héritier de la famille gaulliste et il prend le contre-pied de ce qu'on appelle le mythe gaulliste, de la résistance d'une France unie, ce qu'on appelle aussi le résistentialisme. Vichy comme parenthèse. Et il met le doigt sur la responsabilité de l'État français pendant la guerre. Donc,
Évidemment, il se distingue de son prédécesseur, de François Mitterrand, dont on sait les complaisances pour le régime de Vichy, complaisances mémorielles pour le régime de Vichy, mais il accepte aussi de rompre avec une partie de sa famille. D'ailleurs, beaucoup de gaullistes vont lui en vouloir beaucoup, Philippe Séguin et d'autres. C'est quand même très très courageux ce qu'il a fait. N'oublions pas aussi que le discours est de Christine Albanel, qui a joué un rôle là-dedans. C'est vrai qu'il y a un moment qui sera d'ailleurs très rapide dans son premier mandat. C'est 2 mois après son élection. Oui. Juillet 95, donc 16 juillet, la cérémonie habituelle de commémoration des rafles du Veldiv. Et Chirac, effectivement, rompt avec une tradition gaulienne ou gaulliste, en tout cas, qui était effectivement de faire croire que la France était résistante d'abord, alors qu'on sait que la France n'était pas résistante, elle était même très minoritaire pour être dans la résistance active, et que pour autant elle n'était pas totalement en basculement vers la collaboration, mais lui a voulu à tenir ce propos de la responsabilité de l'État français. C'était pas, et donc on lui a reproché dans l'entourage, notamment Philippe Séguin, effectivement, a pris des positions en le disant, la France n'était pas responsable, mais lui disait l'État français et le régime étaient responsables et l'État français était responsable. Donc c'était une reconnaissance finalement de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, malheureusement avec cette parenthèse de Vichy, et qui a fait que cette reconnaissance de la participation française active à la déportation des Juifs vers les camps de la mort a été reconnue pour la première fois et fortement, et ça lui a été salutaire. Parce que c'est l'honneur de la France qui était quelque part sauvé paradoxalement par cette reconnaissance. Ouais, 2 petites choses. D'une part, il a été soutenu par les Français à l'époque, en juillet 95, qui trouvaient qu'il avait eu raison de prononcer ce discours. Comme Jean l'a dit, c'est une rupture vis-à-vis de l'héritage gaulliste et surtout vis-à-vis de Georges Pompidou, dont il a été si proche. Georges Pompidou, au moment où il a pris... Tout à fait. On se souvient de ses larmes à Notre-Dame au moment de la messe en hommage à Georges Pompidou. Georges Pompidou qui, au moment où il avait gracié Touvier, et ça avait beaucoup secoué à l'époque en France, il avait plutôt, lui, mis en avant... oublions cette période où les Français se déchiraient, où les Français ne s'aimaient pas. Il a été en rupture totale avec sa famille politique. Allez, très rapidement, Arnaud, allez-y. Et ses prédécesseurs. Oui, parce que on est sur l'aspect politique, on est sur la grande histoire. Moi, je me suis intéressé à la petite histoire qui peut expliquer la grande. Jacques Chirac, après 2007, et même avant d'ailleurs, s'est beaucoup intéressé aux religions, aux textes monothéistes. Il lisait le Coran. Il avait des discussions très longues. Même Bernadette se posait d'ailleurs la question si son mari n'allait pas être converti au judaïsme. Elle lui reprochait, il passait des heures avec Raïm Corsia, qui était le grand rabbin. Ouais. C'est important parce que Jacques Chirac était habité, et c'est là où ça devient intéressant sur l'homme déchiré, habité sur la recherche de lui-même. Il voulait savoir d'où l'on venait. Et je crois que les Français étaient sensibles à cette attitude-là. Cet homme essayait de comprendre d'où on venait, les raisons pour lesquelles il s'est intéressé aux arts premiers, aux arts chinois, aux arts précolombiens, aux arts hittites, les origines. Et probablement qu'il s'intéressait à ses propres origines. Oui. Et ça, c'est important, ce qui vient expliquer des attitudes tourmentées de Jacques Chirac, angoissé, bougeant la jambe. Il a souvent été un petit peu caricaturé, d'ailleurs, cette espèce de langage un peu saccadé. C'était un homme qui était à l'intérieur de lui, extrêmement tourmenté. Et le religieux était quelque chose d'important. Le texte, de comprendre, et aussi comprendre ce qu'il y avait derrière. Une réflexion très philosophique. Le grand paradoxe, le religieux le hantait, le préoccupait, et il était l'homme de la laïcité pour autant. C'est lui qui a réuni cette grande commission laïcité présidée par Bernard Stasi, et qui a fait en sorte d'ailleurs que la laïcité soit mieux respectée en France. Donc c'est l'héritage à la fois de la réflexion philosophique sur les religions et sur une réflexion et une action pour la laïcité en même temps. Qui a compté énormément dans sa vie. Oui. Allez, on va revenir sur l'identité politique aussi de Jacques Chirac, mais d'abord un autre temps fort de son mandat présidentiel. Jacques Chirac, c'est aussi l'homme qui a refusé d'engager la France dans la guerre en Irak en 2003, provoquant une crise diplomatique avec la première puissance, les États-Unis. On regarde. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. La France en appelle à la responsabilité de chacun pour que la légalité internationale soit respectée. Elle appelle à préserver l'unité du Conseil de sécurité en restant dans le cadre fixé par la résolution 1441. S'affranchir de la légitimité des Nations Unies, privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité.
Jacques Chirac, il restera comme l'homme qui a dit non aux Américains, Jean Garrigue. Oui, et avec Dominique de Villepin qui a porté cette parole. Mais c'est intéressant parce que autant il est, dans le discours de 1995, en rupture avec cette tradition gaulliste ou gaullienne, autant là, il s'inscrit quand même dans un héritage qui est cet héritage d'indépendance nationale. On ne se fait pas dicter sa politique par les États-Unis. Ça, c'est l'héritage du général de Gaulle. Il y a évidemment des explications conjoncturelles à cet engagement, y compris les liens qu'avait Jacques Chirac avec le monde arabe, l'analyse qui est faite des conséquences désastreuses de cette intervention en Irak. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je le répète, cette fidélité à une tradition, d'ailleurs qui dépasse même celle du général de Gaulle, puisqu'elle a été suivie par les autres présidents d'indépendance. Grande politique, Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, explique, et c'est une explication que je trouve passionnante, c'est que dans l'ensemble des éléments qui ont constitué sa décision, il y a probablement le fait qu'il ne voulait pas que l'on bombarde la Mésopotamie. Bien sûr. Le berceau des civilisations, le Tigre, l'Euphrate, l'écriture cunéiforme. Et pour lui, il était essentiel de préserver cet espace qui, pour lui, est un espace des cultures. Et donc, c'est un élément important. Oui. Effectivement, avec le point juste qui me frappe aussi, donc certes l'opposition aux Américains, mais aussi ne pas s'affranchir de la légitimité des Nations Unies. Et ce point-là est très important et ce qui fait un parallèle, voire parallélisme politique avec les temps actuels. Et ce que Emmanuel Macron souhaite faire, c'est privilégier le multilatéralisme, et notamment dans le cadre des Nations Unies, quand c'est possible. Et c'est ce qui le rejoint de Jacques Chirac. C'est pas pour rien qu'il a fait cet hommage hier, d'ailleurs, il l'a souligné, c'est qu'il y a par rapport à l'attitude américaine qui parfois s'affranchit des règles des autres, Chirac, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, tiennent à ce respect des formes, en tout cas, et si les formes sont très importantes en géopolitique, des Nations Unies. Frédéric Dabi. Oui, ça a été vraiment un grand moment du quinquennat pour les Français. Quand on interroge les Français en 2015, une enquête pour Paris Match de l'IFOP sur les 20 ans d'accession de Jacques Chirac à la présidence de la République, c'est la première chose devant le refus de s'allier avec le Front National, notamment quand ça avait tangué en 1998, le service militaire, Jacques Chirac l'ami des paysans. Ça a été surprenant. Jacques Chirac, c'est aussi le premier qui, une semaine après le 11 septembre, vient lui-même saluer le peuple de New York. Et puis, tu étais avec lui. Et à ce moment-là, ça a surpris, ça a beaucoup tangué. On a vu des bouteilles de Bordeaux jetées par terre, on a vu les French fries rebaptisés aux États-Unis, les Liberty Fries. Les Français lui en sont grés et ça a eu des conséquences intérieures. Il y a eu la canicule. 15 000 morts. Il y a eu de très nombreux Français dans la rue, plusieurs millions membres de la réforme des retraites et de la réforme Ferry. Pour autant, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a été le fusible de Jacques Chirac. C'est peut-être le dernier fusible dans un couple exécutif. Jacques Chirac était protégé pendant plus de 2 ans et demi du fait de cette décision. On va écouter un dernier extrait de Jacques Chirac avant de finir. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ça restera comme l'une des phrases célèbres prononcées par Jacques Chirac. C'était en septembre 2002 au sommet de la Terre. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Jean Garrigue, il a été visionnaire en matière d'écologie, Jacques Chirac. Oui, on peut dire. En tout cas, ce discours-là, inspiré d'ailleurs par un géographe qui s'appelait Delage, est quelque chose qui restera. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que dans ce discours, il nous dit le monde regarde ailleurs. La maison brûle, on regarde ailleurs. Et on se dit que, voilà, presque une vingtaine d'années après, aujourd'hui, enfin, on regarde ce qu'il avait mis en évidence, c'est-à-dire ce problème. Et on peut dire quand même que c'est le chef d'État qui aura le premier, en tout cas dans les grands pays occidentaux, mis l'accent sur cet enjeu. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Il avait une grandeur physique, mais une grandeur politique de ce point de vue-là aussi, parce qu'il voyait des choses que d'autres voyaient moins avant les autres. Et ce sujet du climat et aussi l'influence déjà de Nicolas Hulot, qui était dans son entourage personnel, d'ailleurs avec Claude, a contribué. Et c'est vrai que pour peut-être les 3 grands sujets
sujet, donc lutte contre l'extrémisme, c'est quand même important, on l'a pas beaucoup évoqué, mais c'est quand même un point focal de Jacques Chirac, de ce qu'il transmet aussi au temps actuel. Le respect des civilisations, ça a été évoqué, et puis cette mémoire historique qu'on a également évoquée, qui s'applique à la mémoire de la Shoah, mais aussi à la question des harkis. Par exemple, c'est lui qui a créé cette date commémorative pour les harkis le 25 septembre chaque année. C'est à lui qu'on le doit. Et il a beaucoup marqué. Le SAMU social, si je peux me permettre, qui était aussi un enjeu humain. Lorsqu'il a vu des gens dans la rue, il a dit on crée ce SAMU social. On va en parler de cette lutte contre l'extrémisme, il nous reste peu de temps, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais l'homme qui fait barrage au Front National, c'est aussi ça c'était le combat politique de Jacques Chirac. Ça a été le combat de toute sa vie, et quand on voit l'hommage très étrange de Jean-Marie Le Pen, qui dit face à l'ennemi, on s'incline, ça a été son ennemi. Ça a été son ennemi. Il y a 2 moments. 2002, bien sûr, il refuse le débat d'entre-deux tours, car il n'a rien à voir. Le débat, c'est d'abord reposer sur un socle commun de valeurs entre 2 candidats. Il refuse le débat avec Jean-Marie Le Pen. Et il y a une date qu'on oublie un petit peu. 1998. Les élections régionales dans 4 ou 5 régions, Rhône-Alpes, Picardie, on a très clairement une tentation d'une cogestion droite, extrême droite. Jacques Chirac siffle la récré et c'est terminé. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais pour terminer sur l'identité politique de Jacques Chirac, Arnaud Ardouin, qui était-il vraiment politiquement ? On le présente comme un gaulliste, comme l'un des derniers gaullistes. Est-ce qu'il était réellement gaulliste ou est-ce qu'il était plutôt radical socialiste ? J'ai envie, écoutez, je vais rester prudent, parce que d'abord il y a un historien de renom. Et non, moi ce que j'ai envie de vous dire mais sur son identité politique, je pense que les Français, objectivement, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va garder de Jacques Chirac ? On gardera sa décision de ne pas faire la guerre en Irak, on gardera son humanisme, son humanité. Aucun Français ne gardera une ligne politique, car je pense très sincèrement qu'il n'avait pas de ligne. Il avait des colonnes vertébrales. Il avait les cultures, le respect des cultures. Il avait la laïcité. Il avait l'aide aux plus démunis. Ça l'a habité. Les handicapés, personnes handicapées. Il a été un homme actif en Corrèze, qui est le plus gros employeur aujourd'hui du département. Et il avait aussi, ce que j'aime par-dessus tout chez Chirac, l'impertinence face aux notables. Il se moquait des notables. Tout l'ennuyait. Dès qu'il y avait je pense à Tillina qui me raconte l'anecdote, quand il était question d'aller faire des pince-fesses à Paris pour une première au théâtre, il faisait exprès de s'endormir pour embêter les notables. Au CNPF, saint patron, qui l'accueillait devant des verres de vin à prix d'or, il les buvait cul sec. Il n'aimait pas les notables. Il y avait ce fil conducteur, un fil conducteur dans son parcours, et quand même idéologiquement parlant, au bon sens du terme de l'idéologie, il y a quand même ce républicanisme, j'allais dire à la fois intransigeant sur les sujets forts et durs, donc l'extrême droite, la laïcité, une certaine idée de la France, et comme disait hier le président de la République actuel, sur le sujet, notamment quand il y a ce sujet de l'unité et de la cohésion sociale contre les extrêmes et la haine, disait hier Emmanuel Macron en écho de cette bataille contre le Front National, et puis cette humanité, cet humanisme universel quand même, qui est reconnu dans le monde entier, et en particulier en Afrique, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne. Il y a quand même un écho assez fort, voire très fort aujourd'hui même, de l'image de Jacques Chirac, ce qui reste. Et ça, c'est cette singularité humaniste. Arnaud Ardouin nous disait qu'il n'a pas forcément d'identité politique. Du coup, est-ce que Jacques Chirac a aujourd'hui un héritier politique ? Est-ce qu'il laisse une trace du chiracisme ? Mais non, mais il ne faut pas chercher un héritier à Chirac, puisque le chiracisme est un pragmatisme, effectivement totalement irrigué par cette sensibilité radicale, laïque, humaniste du XXe siècle, qui aujourd'hui a beaucoup de mal à se frayer un chemin dans une société totalement fragmentée, communautarisée, qui est en proie au doute sur ses valeurs. Je veux dire que Chirac reste un président qui incarne un socle de valeurs. Dans une société qui est encore prête à entendre et à adhérer à ce socle de valeurs. Et ça, c'est ce qui fait sa spécificité et qui fait que peut-être c'est un président, et c'est même sûr, qui appartient au passé, qu'on ne retrouvera plus, mais qui reste un modèle, une référence pour beaucoup. Merci beaucoup, merci messieurs. On aurait eu encore beaucoup à dire, mais le temps file. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur l'homme Jacques Chirac, sur sa carrière politique, et merci à tous de nous avoir suivis.